premier repère de crue posé par le PLVG, donc 2012 et 2013. Ces poses de repère, c'est le premier que nous posons aujourd'hui. Il va y en avoir une centaine posées sur toute la vallée des Gaves. Alors les objectifs, bien sûr, c'est d'identifier et graver dans le marbre les plus hautes eaux connues, qu'on s'en souvienne. Et on ne peut pas oublier le risque que l'on a à vivre à côté d'un cours d'eau qui aujourd'hui est paisible, mais qui, en juin 2013, est passé par-dessus ici, au niveau de la fenêtre de la maison en face. On pressentait quand même un épisode difficile. Bon, de là à imaginer un tel désastre, bon, c'était loin de nous, quoi. Ben, je pense qu'on ne vit plus pareil depuis juin 2013 qu'avant juin 2013, parce qu'on sait qu'on est à côté finalement d'un cours d'eau vivant. D'abord, ça ramène un peu d'humilité, quand même, face à la nature, quand même, parce que quand elle se déchaîne, on s'aperçoit que l'homme, il a ses limites. Eh bien, on l'imaginait toujours, et c'était une crainte qu'on avait. Les grands-parents qui racontaient que dans le temps aussi, ils avaient peur, quoi. Quand on a vu l'importance de la crue là, le dimanche soir, on s'est dit c'est bon, ce coup-ci, ça va déménager. Et, heureusement qu'il n'y avait pas les animaux. Ils étaient en estive, le matériel, on avait tout enlevé, quoi. On s'en méfie un peu, quoi. Voilà. Vu l'importance de la crue et surtout la pluie qui continue à tomber, quoi. Mais bon, elle est passée là. Elle est passée là. Il y avait une saignée là aussi. Hein. Ça a été rebouché. Et puis elle est passée de l'autre côté des bâtiments. Et là, elle a emporté, deux bâtiments chez moi, mais elle a fait disparaître aussi un bâtiment plus bas, quoi, d'un voisin, quoi. C'est énorme. La force de l'eau, surtout quand elle est chargée, c'est énorme. Et puis les cailloux, ils sont ronds aussi, ils roulent. Ouais. Pour bien comprendre, en fait, il faut revenir un peu en arrière. L'hiver 2012-2013 est un hiver qui était particulièrement avec des conditions météorologiques perturbées. Et de ce fait, l'enneigement sur toutes les Pyrénées était très excédentaire. On était sur un hiver qui avait atteint des records en termes de cumul. On était à près de 11 mètres de cumul de neige sur la saison. L'hiver joue les prolongations, en fait, et la deuxième quinzaine du mois de mai, en dessous de 1800 mètres, on a des précipitations régulières et qui vont saturer les sols et puis faire monter le niveau des rivières. Et au-dessus de 1800 mètres, eh bien, c'est le manteau neigeux qui continue à croître. Il va prendre 1 mètre en 2 semaines de plus. À partir du mois de juin, là, on assiste à un changement de temps radical. On passe plutôt dans des flux de sud, la température remonte assez rapidement et commence à provoquer la fonte de ce manteau neigeux. Où là, on voyait dans la journée des pics de crue liés juste à la fonte du manteau neigeux. Et on avait des pics de crue qui atteignaient déjà des niveaux de débit très importants, presque décennaux. C'est à partir du 10 juin, dans un flux de sud très rapide, on va avoir une fonte qui va s'accélérer très rapidement et donner des quantités d'eau qui vont s'écouler de l'équivalent d'un mois de précipitation en quelques jours. Et le 17 juin, c'est l'arrivée dans un flux de sud très rapide et donc du coup avec un effet de fun très marqué, d'une perturbation pluvio-orageuse qui va stagner un peu là sur les Pyrénées et puis apporter des quantités d'eau en 36 heures de l'équivalent de à peu près 180 mm. C'est l'équivalent pratiquement de 2 mois de pluie de mai. Et en parallèle, le manteau neigeux va perdre sous l'effet de fun 30 cm de neige. Donc ces deux phénomènes vont se cumuler. Et là, toute cette eau-là, sur ces sols saturés, va ruisseler très rapidement vers les gaves qui sont déjà à la limite de la crue, et créer cette espèce de mur d'eau qui va dévaler et venir en aval au niveau du pays de Lourdes, provoquer toutes ces crues qui sont en fait dévastatrices.
On a commencé à agir dès que Météo France, et eux au départ qui donnent les premiers signaux d'alerte, ont pu nous informer de risques potentiels d'inondation. Cette salle ici, la Vigie Prédicte, elle fonctionne en continu 24 heures sur 24 pour pouvoir justement accompagner les élus, les gestionnaires de risques dans leur prise de décision, dans l'activation de leur plan communaux de sauvegarde à travers la montée en puissance progressive de la gestion de l'événement. Alors la crue, on l'a senti venir, c'était déjà le dimanche soir. Avec le gosse, on a été au bord du ruisseau et on a vu l'état du ruisseau. On a décidé de sortir le soir même tout le matériel agricole pour le remonter en haut du village. On se méfiait un peu de ce qui allait se passer, vu l'état du ruisseau. Et on a bien fait parce que le lendemain, ça s'est accru. Déjà la couleur de l'eau, puis l'odeur qui se dégageait, beaucoup de bruit, il roulait pas mal de cailloux. Et après, dès le dimanche soir, après une journée de forte chaleur, on a eu une montée d'eau assez rapide avec des premiers impacts, des petits enrochements, un enrochement libre qui partait. J'avais passé plus ou moins la nuit sur mon ordinateur branché sur Internet et sur Vigicru. Donc le site qui permet de voir la montée des eaux dans les différentes rivières du département et du bassin Adour-Garonne. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait quelque chose qui n'était pas normal. Donc, effectivement, sur le dernier pic de crue, vers 22 h, on a eu cet événement pluvieux qui fait que le pic de crue, il n'est pas redescendu, il est monté. J'ai vu à 7 h du matin qu'on était déjà au niveau de crue de octobre 2012, qui avait déjà été très pénalisant. Et qu'il continue à pleuvoir, et là j'ai senti que on était parti pour quelque chose de difficile à traverser. Lourdes est la deuxième ville hôtelière de France, donc il y a effectivement là toute une action d'information, de communication vers les hôteliers pour qu'ils prennent leurs dispositions, qu'ils sécurisent au maximum leurs installations, sans oublier bien sûr le sanctuaire qui est un acteur majeur au sein de la ville. Là. Un public de pèlerins, des pèlerins qui pour certains sont en situation de fragilité, malades, handicapés. Nous avons en proximité du Gave l'accueil Notre-Dame qui accueille des personnes malades, handicapées, fragiles, qui à ce moment-là sont présentes dans l'accueil Notre-Dame. Donc c'est toutes ces questions que nous nous posons ce mardi 18 juin alors que l'eau monte très vite. Et la montée des eaux, c'est de façon très visible pour nous au niveau des murs qui encadrent le Gave. Proche de la grotte, nous voyons l'eau monter à vitesse grand V et nous savons là que la crue a commencé. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous et d'abord donc ces nouveaux caprices d'une météo décidément instable. La partie ouest des contreforts des Pyrénées est en alerte rouge. Le 18, on est passé en alerte rouge, ce qui est tout à fait rare. On passe en vigilance rouge. C'est quand même pour des événements très exceptionnels. Et c'est là que l'on entre dans la deuxième étape de la gestion de crise, qui est la gestion proprement parlée, c'est-à-dire quand l'événement se déroule. Ça a commencé par le site de Cauterets, en fait. Les premières alertes étaient sur des hôtels de Cauterets qui voyaient la rivière Cambasque monter en charge. Et à partir de là, tout s'est enchaîné très très vite et avec une réponse graduelle, mais dans un temps très très court. J'ai appelé les collègues maires de Cauterets qui me dit que c'était catastrophique, que le Gave du Cambasque était fortement en crue, qu'il était très inquiet. J'ai appelé le maire de Pierrefitte, le maire de Soulhomme, j'ai fait un petit peu le tour et là j'ai senti que tout le monde était en alerte et que ça allait être important et grave. À 15 h, j'ai mon collègue qui est de Barège qui m'a appelé, mais quelqu'un qui est d'habitude très très calme, qui m'appelle complètement affolé en me disant que c'était une catastrophe, que les maisons étaient en train de partir, que tout le monde était affolé dans le barège et qu'il fallait absolument évacuer. Ce Gave qui, alors qu'il est paisible, devient torrent, avec aussi tout ce qu'il charrie. Et ces embâcles qui se forment peu à peu, notamment sur nos ponts. Bref, nous allons devoir prendre la décision d'évacuer. La célèbre grotte de Lourdes, envahie par les eaux. Ces images ont été filmées ce matin par des employés du sanctuaire. En quelques heures, l'eau est montée jusqu'à 1,40 m sur le site, désormais fermé au public. Minute après minute, le courant semble plus fort. Comme un torrent de boue, le Gave de Pau est devenu incontrôlable.
Encore quelques centimètres et l'eau envahira complètement le centre-ville. Les pompes fonctionnent à plein régime. Dans ce restaurant, une seule obsession, limiter les dégâts. On vide la salle pour pouvoir sauver les meubles. On peut pas faire mieux pour l'instant. À proximité des lieux de culte, les pompiers scrutent la montée des eaux. Interdiction de se rendre sur l'esplanade du sanctuaire. Toute la zone a été bouclée. Ce soir, la pluie tombe toujours à Lourdes, placée en alerte rouge. On a très vite compris vers 10h du matin qu'il fallait évacuer l'hôtel. Tout le monde s'est organisé pour ça, tout le monde a sorti les voitures, les autocars, etc., etc. Et puis à un moment donné, on a vu l'eau commencer à sortir. On a évacué, nous on est parti avec de l'eau jusqu'aux genoux. Et puis on a abandonné notre hôtel et on est monté derrière sur les hauteurs et on a vu le sinistre se passer, quoi. L'après-midi, le gave a commencé à déborder et on a commencé à aller visiter les riverains impactés. Et là, j'ai déclenché le plan communal de sauvegarde pour organiser au mieux les évacuations s'il y avait dû y en avoir et gérer tout ce qui était sécurité de la population sur la commune. Il faut bien comprendre que c'est dans l'anticipation, c'est-à-dire dans les heures qui précèdent les phénomènes de crise, que se joue la totalité de la crise, c'est-à-dire à quel moment je vais déclencher les mesures qui sont inscrites dans le fameux plan communal de sauvegarde. Dans le cadre de la crise de juin 2013 dans les Hautes-Pyrénées, évidemment, le premier réflexe qu'on a eu, c'est de dire au maire, il faut activer votre plan et vous mettez en place ce qu'il y a dedans. C'est le support opérationnel. C'est un document de prévention qui compile toutes les actions de sauvegarde, tous les niveaux de crues potentielles sur la rivière principale et qui définit donc l'ensemble des actions à engager en fonction de ce niveau de crue. C'est vraiment le plan déterminant qui permet de savoir qui fait quoi. Donc tous les numéros de téléphone de tous les gens susceptibles d'être inondés étaient déjà notés dans ce document. Et c'est là où ça a été une phase assez critique puisque des personnes, et notamment les personnes d'un certain âge, ne sentaient pas le danger venir. C'est compliqué d'être mère dans ces moments-là parce que j'avais une mamie de 80 ans qui habitait vraiment en bordure du gave d'Azun et c'était impossible de la faire déménager de chez elle, quoi. C'est-à-dire que ce sont des populations qui ont toujours vécu et qui vivent toujours avec le gave à côté. Donc pour eux, c'est quelque chose qui se domine assez facilement. Et c'est vrai que les forces de l'ordre sont venues en appui et c'est vrai que à un moment, c'est quand même la préfecture qui déclenche et qui dit stop, là maintenant, il faut y aller. Et, on récupère les gens, on leur explique bien que c'est pour leur sécurité personnelle déjà, des individus. Et on a fait le tour de tous les mobilhomes pour s'assurer que personne n'était à l'intérieur. On a fait le tour du sanitaire, on a fermé porte après porte pour justement évacuer, pour être sûr et certain que personne ne pouvait être sur le terrain. Une seule préoccupation, mettre en sécurité la population. Dans ce chaos, les curistes ont été évacués hier soir de la petite cité thermale pour s'échapper par le col du Tourmalet, entrouvert. Les campeurs ont tout laissé derrière eux. On s'est retrouvés au milieu du camping parce que l'eau montait de partout. Et après, au bout de 2 heures, l'eau a commencé à dévaler parce que le torrent, les arbres et tout. On a atterri tant bien que mal en sautant une haie et en poussant les derrière des femmes dans un immeuble. Et après, on nous a emmenés dans les hôtels. Donc on a mobilisé et salles des fêtes et hôtellerie, voire même certains administrés qui ont fait de suite la proposition, ici j'ai une chambre, ici j'ai un gîte, et tout ça mettre à profit. Et puis ça a commencé à dévaster, c'était le mercredi quoi, que ça a commencé à dévaster.
On n'était pas sur le terrain parce que c'était dangereux, mais depuis le haut du village, on regardait l'évolution de la crue, quoi. Pendant la nuit, on entendait le bruit du toit ou des murs qui tombaient dans la flotte, quoi. Et à côté de chez moi, il y avait un camping, on entendait les mobil-homes qui partaient, quoi. Je voyais partir aussi les mobil-homes dans l'eau et tout ça, mais bon, c'était... Ça faisait du bruit parce que c'est les cailloux qui roulaient au fond du lit. Alors, c'était très impressionnant, surtout qu'on s'est retrouvés sans lumière dans le village. C'était complètement obscur, téléphone, il n'y en avait plus. Alors, c'était vraiment l'apocalypse, quoi. Le maire de Cauterets, j'ai essayé de le rappeler à midi et je n'ai pas pu le joindre puisque Cauterets était coupé du monde. On se donnait des rendez-vous téléphoniques à chaque fois qu'on s'appelait parce qu'eux devaient aller chercher du réseau en montant souvent au-dessus d'une colline. Plus d'eau potable, plus d'assainissement, plus d'électricité, plus de moyens de téléphone puisque toutes les lignes sont coupées. Donc le seul moyen que l'on a de communication, j'ai un téléphone satellite que la préfecture m'a fait passer. Donc on est dans une situation très délicate. Dans les premières heures, mais longues heures de cette crise, on n'a pas pu aller sur ces communes qui ont été coupées du monde. On a des vallées complètes, hein, le Pays Toy particulièrement, ou la vallée de Cauterets, où pour y accéder, il a fallu recréer des routes. C'est désormais la seule route pour accéder au village isolé, le col du Tourmalet, 2115 mètres. À partir de là, seuls les services d'urgence peuvent continuer. Bonjour. Il a fallu toute la journée d'hier pour déneiger, pour pouvoir enfin passer, car de l'autre côté, il y a une poignée de villages. Ouais, on a vécu 4-5 jours, là, c'était atroce. Et encore, on se regroupait entre manger un peu en famille pour se remonter un peu le moral et voilà comment on l'a subi, quoi. Et nous ouvrons maintenant cette page spéciale sur les Pyrénées. Avant d'évoquer la stupeur des habitants et la visite de François Hollande, ce premier point d'abord sur ces vallées qui sont toujours isolées, plus de 48 heures après la montée des eaux. À Barèges, par exemple, la route est coupée. Notre équipe n'a pu y accéder que ces toutes dernières heures. Voici ce qu'elle a découvert. Là, nous avions un pont, le pont historique qui passait de l'autre côté. Le village est désormais presque désert. Près de 500 personnes ont été évacuées hier soir. Ne restent que quelques dizaines d'habitants et ceux des villages voisins encore bloqués. Ces derniers jours, vous avez déjà pu découvrir sur notre antenne des images impressionnantes liées aux inondations. Eh bien, celles qui vont venir sont encore plus fortes. Barèges, une commune littéralement dévastée. 7 maisons et granges emportées. Le Bastan, torrent de montagne qui dévale du Tourmalet, déverse dans sa colère rochers, galets et troncs comme il ensevelit des voitures, passe au-dessus d'un établissement thermal sans oublier de dévaster un camping. Il dépose ses alluvions jusque dans les résidences de tourisme et pour compléter la longue liste des ravages, emporte les rues et les routes. Bref, après la crue, Barèges est dévasté. Le réveil a été très difficile, c'est le matin quoi, de la phase crue. Enfin, c'est des scènes d'apocalypse, moi j'utilise le terme. Déjà la voirie publique dans un état proche de comme si on avait reçu un obus. J'ai embarqué dans un hélico pour aller survoler le territoire. Bon, quand on a vu l'état du désastre, il fallait se piquer pour savoir si c'était un cauchemar ou si c'était la réalité. Malheureusement, c'était la réalité. C'était quasiment un théâtre de guerre parce qu'il y avait des maisons détruites, il y avait des gros cailloux, des pierres, des matériaux qui jonchaient les routes dont une partie était aussi détruite. J'ai le souvenir d'une ou deux maisons
tous en dessous, on ne savait plus si c'était le salon, la cuisine, c'était quelque chose d'assez impressionnant. J'aurais jamais cru qu'on allait avoir quand même 95% du camping anéanti. Mais même le village, il y a une grosse partie du village qui a été endommagée, une maison qui a été emportée par la crue, juste en face du camping, et ça on n'aurait jamais cru. Donc des dégâts qui avaient touché les voies de communication, les routes, qui avaient touché les réseaux assainissement, réseau eau également, qui avaient touché des ouvrages, des ponts, donc pont de Calypso et un pont en amont de la ville également, et voilà, et beaucoup de conséquences donc sur les domaines publics et privés. Là, il y a un bâtiment, et la moitié est partie. À la place de ce bâtiment, il y en avait un autre, il est parti complètement. Et le bâtiment qui est à côté, qui est une bergerie, il y avait 50 cm de boue à l'intérieur. Bon, celui-là, il n'a pas été trop touché. Il a fallu faire du nettoyage, c'est tout, quoi. 4,30 m d'eau, alors ça veut dire quoi? Très concrètement, l'église Sainte-Bernadette est envahie. La basilique souterraine Saint-Pédis, qui peut accueillir plus de 20 000 personnes, cette basilique semi-enterrée, elle est envahie, pleine d'eau. L'esplanade du Rosaire également. Évidemment, la prairie qui fait face à la grotte elle-même est envahie d'eau. Bref, c'est tout ce qui fait Lourdes qui, à un moment, est submergé. Tout ce qui fait notre quotidien, soudain, est sous l'eau. C'est quand même un moment de sidération. Et on est perdu. On est perdu parce qu'on se dit comment on va prendre le sujet. On avait à peu près de la boue jusqu'aux genoux, un peu plus, partout. Dans l'hôtel, nous sommes là, il y avait à peu près 1,80 m à 2 m d'eau, dont tout était absolument explosé, les vitres, les portes, rien n'a résisté, les plafonds explosés, etc., etc. Et ça, vous l'aviez sur la totalité du rez-de-chaussée, et bien sûr du sous-sol qui, lui, était plein d'eau. On a malheureusement déploré deux personnes décédées. C'est le malheur que cette dame se trouve à ce moment-là hors de notre cellule d'hébergement. Et il n'y avait pratiquement pas d'eau dans sa maison, mais elle a voulu sans doute aller contrôler si tout allait bien. Elle a malheureusement été emportée par une vague et voilà, son mari n'a rien pu faire. Et ça a pesé, oui, sur nos premières heures de mise en place. Et bon, et ça pèse encore puisque ça a été quelque chose d'assez lourd sur la commune. À chaque fois que l'on avait une route qui tombait dans le Gave, à chaque fois qu'on avait une zone qui était inondée avec des maisons ou des institutions qu'il fallait évacuer, c'était derrière la gestion de l'humain qu'il fallait prendre en charge. Donc il a fallu avoir cette présence auprès de ces familles-là, les tranquilliser, les sécuriser tant qu'on le pouvait, parce que là, on perd tout repère. Hein. On est dans des phases d'hystérie, des phases de dépression, quelquefois d'euphorie, parce qu'on se rend compte que quelque chose auquel on tient particulièrement dans la maison, mais il n'a pas été touché. Voilà, et c'est la nature humaine dans tout ce qu'elle peut avoir en phase de crise. Hein. Et on a monté des cellules d'aide psychologique sur place, pour pas que les gens aient à se déplacer. Et puis prendre en charge évidemment cette détresse psychologique. Donc un paysage de désolation complète et en même temps le souvenir que quand on est descendu de l'hélicoptère, on avait bien sûr été accueillis par les élus, par des habitants qui étaient là. Ils étaient prêts à relever le défi, ils n'étaient pas abattus. Puis voilà, nous on a discuté avec eux comment on allait rapidement venir les renforcer. Vous avez les services de gendarmerie qui viennent voir si tout se passe bien. Vous avez le sous-préfet Jean-Baptiste Perrat qui tournait sur tout le secteur et qui était vraiment très attentif à la situation, qui venait aussi remonter le moral. Hein. Forces de l'ordre, services du département qui sont en place pour tout ce qui peut être déviation. Les pompiers qui venaient aussi savoir s'il fallait un coup de main
Bon. On a mobilisé l'ensemble des services régaliens, c'est-à-dire la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, les militaires. Mais dans des crises d'une telle ampleur, on fait appel à ce que l'on appelle des moyens zonaux, c'est-à-dire c'est les moyens des départements limitrophes. Et la crise était tellement exceptionnelle que le ministère de l'Intérieur avait aussi décidé d'employer des moyens nationaux, c'est un peu le troisième étage de la fusée, en envoyant dans les Hautes-Pyrénées des moyens de sécurité civile qui ont notamment permis de déblayer rapidement les routes et un certain nombre aussi d'exploitations agricoles pour aider à une reconstruction la plus rapide possible. Tout de suite, à partir du 19, la crue n'était pas finie, mais on avait déjà des agents un peu partout pour les projeter sur le terrain et pour aller identifier par eux-mêmes la caractéristique des dégâts. Est-ce que c'est des dégâts enrochement, des dégâts bâtiments, des dégâts réseaux, des dégâts voiries, etc. Une des réponses de l'État, ça a été la venue assez très rapide, même de deux ministres dès le lendemain de la catastrophe, donc le ministre de l'Intérieur, la ministre de l'Écologie de l'époque. Et fait aussi, et a priori sans précédent, ces deux ministres donc, sont repartis à Paris avec les images que nous avions heureusement pu tourner sur la partie haute. Et le lendemain, ils sont à nouveau revenus, les deux mêmes ministres, accompagnés du président de la République. Le président prend ensuite la direction de Luz-Saint-Sauveur dans les Hautes-Pyrénées. Ici, un homme est mort, emporté par un torrent. Les habitants, épuisés, demandent de l'aide. Que l'eau, l'électricité, qu'elle se remette. Revienne, voilà. Oui, parce que là... Lourdes et sa célèbre grotte, dernière étape pour François Hollande. Ici, la préoccupation, c'est l'accueil des pèlerins. Les sanctuaires vont réouvrir dès que nous aurons les conditions de sécurité. Eh oui. Et nous y arriverons vite. Aujourd'hui, à Lourdes, un miracle est possible ? Non, je ne peux pas me prononcer sur les miracles, mais pour l'instant, c'est la volonté humaine qui permet d'aboutir à ce résultat. C'est ça le mot-clé, c'est l'urgence. Urgence pour sauver, urgence pour maintenant réparer. Bon, après, il y a une solidarité qui s'est mise en place. Hein. Bon, nous, on ne pouvait pas faire du foin ni rien, il pleuvait tellement. On est parti en ville avec les tracteurs, aller nettoyer les maisons, aller donner un coup de main, quoi. En termes d'hospitalité, en termes de secours à l'autre, bon, il y a eu vraiment de belles réactions, de belles expériences. J'ai le souvenir d'un jeune qui est arrivé avec un sac à dos. Il m'a dit, hier soir j'étais sur les fêtes de Bayonne à faire la fête et puis je me suis dit non, c'est pas là ma place. Je prends les affaires, je monte sur la vallée de Luz et je vais donner un coup de main. Les bénévoles sont là sur place. C'est-à-dire que ceux-là même qui étaient chargés d'accueillir les pèlerins, les accompagner dans leur acte de pèlerinage, eh bien, soudain, ils retroussent leurs manches et disent « Que puis-je faire ?» La mobilisation est arrivée de partout, les bonnes volontés de partout. Le défi dans ces cas-là, c'est comment l'organiser. Il faut trouver la bonne organisation parce que si l'organisation est mauvaise, finalement, ça va être contre-productif dans la façon dont on peut résoudre la crise. Très vite, on a été en équipe, alors qu'elle soit constituée par ce qu'on peut appeler les professionnels de la sécurité. Il y a eu une chaîne impressionnante sur vraiment le don, voilà, sans aucun retour, si ce n'est que de rendre service et de pouvoir apaiser les difficultés des uns et des autres. Le monde du bénévolat et de la générosité, sans lequel vraiment jamais nous n'aurions pu rouvrir ce sanctuaire de Lourdes le 22 juin, quelques jours après. Donc, parmi les mesures, les premières mesures post-crue, donc le lendemain, on a commencé par recenser les volontaires, par rechercher également des matériels, notamment des groupes électrogènes pour notamment pouvoir faire fonctionner la station-service, qui était une urgence pour nous. On a eu un contact avec ERDF très rapidement, qui donc s'est assuré de pouvoir remailler le réseau électrique de Cauterets et le faire refonctionner, ce qu'il a fait dans les jours qui ont suivi. Et Orange a suivi un peu plus tard pour le rétablissement de la fibre optique donc sur Cauterets, qui soutient le téléphone et les accès Internet. Ça s'est fait dans les semaines qui ont suivi. On a également cherché à répertorier tout ce que pourrait être les cas médicaux un peu délicats et urgents. On pourrait avoir des personnes qui étaient en demande de soins, de médicaments, des choses comme celle-là. Voilà. On l'a organisé, il n'y a pas eu trop de problèmes. Et en seconde phase, donc, on s'est intéressé à la route.
Bon, et j'ai demandé à mes services de la direction des routes du Conseil général de convoquer l'ensemble des entreprises de travaux publics pour le lendemain matin, parce qu'il fallait se mettre très rapidement en action. Dans un premier temps, déblayer tout ce qui pouvait être déblayé, mettre en sécurité tout ce qui était vraiment très vulnérable. Là, c'est vraiment des travaux vraiment de première urgence. Dans le Code des marchés publics, il est prévu des procédures d'urgence qui s'appliquent sur de très courtes durées, mais qui sont justement prévues pour faire face à des catastrophes. Clairement, il n'y a pas eu de chèque en blanc de fait de la part de l'État. Ça a été sur des expertises, y compris très très poussées sur des détails de dossiers. Donc concrètement, il fallait que sur les 350 dossiers, l'État local puisse être en capacité de répondre à toutes les questions de on est parti d'où ? Quels ont été les dommages, qu'est-ce qu'on va faire comme réparation et combien ça coûte et pourquoi ça coûte autant. C'est pareil sur le système des réquisitions. On a réquisitionné un certain nombre d'entreprises. Les réquisitions, c'est quelque chose à manier avec précaution, mais c'est aussi ce que notre droit prévoit pour faire face à ces crises. Donc j'avais 15 entreprises présentes et je leur ai dit « j'ai besoin de vous ». Et dès le lendemain ou le surlendemain, les entreprises étaient au boulot et on s'est remis à rétablir les routes, à rétablir les accès. Quand on a vu les pelles mécaniques arriver sur le canton, ça a été une bouffée d'air quand même, parce que c'est elles qui ont géré après la crue, quoi. Ça a été un moment fort, c'est-à-dire le fait de se remettre à reconstruire immédiatement nous a remis dans l'action. On n'est pas resté dans un état de lamentation, on s'est remis à reconstruire. Un torrent, c'est un sablier. Ça prend du sable en haut, ça le dépose en bas. En haut, vous avez la zone, le bassin versant actif, la zone de transit et le dépôt qui est en bas. L'élasticité du tuyau cours d'eau, dans ce cas-là, c'est éroder la berge ou éroder le fond de son lit. Ce que les cours d'eau ont fait, ils ont érodé les bords, mais aux dépens, par exemple, du camping de Barèges, aux dépens de certaines zones habitées. Et puis ils ont aussi érodé le fond du lit, charriant beaucoup de matériaux. Sauf que le charriage des matériaux, il est possible quand on est sur des secteurs à forte pente et relativement étroits. Et puis dès que le cours d'eau arrivait sur des secteurs plus lents, les matériaux ils se sont déposés. Du coup, ça a créé des phénomènes de divagation brusque, de bouchons de matériaux qui ont renvoyé le cours d'eau vers d'autres secteurs. D'où après la largeur des zones qui ont été soumises à dégâts. Un cours d'eau qui circule à 1 mètre seconde, il va accepter certaines sinuosités. Mais quand il est à 3 mètres secondes, il y a des sinuosités qu'il n'accepte plus, il fait des tout droits. Et donc en fonction de ce qui est en face, si c'est un point dur, il rebondit et donc il va attaquer en face. Si c'est un point mou, il va l'éroder et du coup transformer le paysage à cet endroit-là. C'est ce qu'on appelle les effets ping-pong. C'est-à-dire que si je suis bien protégé d'un côté et que j'ai restreint l'espace de fonctionnement du cours d'eau de ce côté-là, en général, je vais reporter l'effet ailleurs. Vous savez, il y a des anciens qui l'avaient dit, moi je sais que mon grand-père m'avait dit surtout pas construire la maison d'habitation dans cette zone. Et maintenant, on a compris pourquoi. Des crues centenaires, en fait, la mémoire nous en rapporte. Nous en avons des éléments dans nos archives et des archives qui ne sont pas enterrées pour nous. C'est une crue qui est similaire à celle de 1897. C'est un copier-coller. Exactement, c'est les mêmes dégâts aux mêmes endroits. Quand on se réfère par exemple aux crues antérieures qui sont connues sur le secteur comme 1937 ou 1897, ce dont on se rend compte, c'est que le charriage des matériaux fait partie du fonctionnement de ces torrents dans ces configurations hydroclimatiques. Par contre, ce qui change, c'est comment on occupe les espaces qui sont dédiés à ce fonctionnement-là. L'homme est venu, et assez logiquement, avec un développement économique, touristique, conquérir petit à petit les abords de cette rivière. L'expansion économique, démographique de nos communes ont fait que, notamment avec la zone d'activité, il a fallu amener le cours d'eau un peu plus loin que nos zones d'activité. Et en fait, lui, il est revenu d'où il était. En montagne, les zones de transit, il n'y a pas trop d'enjeux, puisqu'on est sur des zones très pentues. Il n'y a que des fermes, des granges ou des choses comme ça. Les zones de faible pente, en montagne, c'est là où on a construit les villages. Et c'est là où le torrent il aurait envie d'avoir un cône de mobilité très élargi.
on ne peut pas maîtriser une rivière, on peut quand même avoir des actions pour qu'elle soit moins impactante pour les enjeux qui existent autour. C'est là qu'on voit tout l'intérêt de la culture du risque, d'un côté, mais aussi de la réglementation qui, à travers notamment les plans de prévention des risques, fait en sorte que l'occupation du sol soit faite en fonction de la connaissance des risques et de l'exposition aux risques. Voilà, c'est une réalité. Et moi, j'ai appris dans ma vie qu'il fallait traiter les réalités telles qu'elles sont. Cette réalité, elle est là. Donc il faut vivre avec, mais il faut se protéger. Un des intérêts d'un point de vue technique et d'un point de vue de la gouvernance de ces phénomènes, c'est qu'ils révèlent les erreurs qu'on a pu faire et les points de faiblesse qui sont encore présents. On voit par exemple des digues que l'on croyait très solides qui sont ou surversées ou affouillées. On voit des ponts que l'on croyait suffisamment capacitaires qui finalement ne le sont pas. On voit des espaces qui étaient historiquement dédiés à la divagation du cours d'eau, qui ont été investis, et on se rend compte que finalement, non, le cours d'eau il a besoin de respirer, il a besoin de prendre cet espace pour calmer son énergie, pour abaisser son niveau d'énergie. Et donc, le retour d'expérience, il est fort d'enseignement pour effectivement se projeter dans la prévention, se projeter dans le futur, et pouvoir se préparer en termes de gouvernance, en termes de réglementation. Quelques jours après l'événement, des retours d'expérience, des analyses post-événement sont réalisées pour que lors d'un prochain événement, les enseignements aient pu être tirés. C'est à la fois la préparation et les discussions, les échanges dans la conception des plans communaux de sauvegarde. C'est toute la thématique de l'appropriation de ces plans communaux par les personnels qui doivent le mettre en œuvre plus tard. Il y a aussi un axe qui est important, qui est la communication vers la population, la sensibilisation pour les scolaires aussi, en inculquant dès le plus jeune âge les bons comportements à adopter. Mais le plus important peut-être dans cette culture du risque et dans l'appropriation, c'est d'avoir quelque chose de régulier, de récurrent. Cette période post-crue est souvent la période la plus longue, quelque part la plus complexe, parce qu'il va d'abord falloir évaluer l'ensemble des dégâts. Et cette évaluation est relativement complexe et relativement longue. Il va falloir après indemniser, et puis il va falloir aussi quelque part reconfigurer un peu le territoire. On a eu des décisions à prendre en termes de réaménagement de quartier. Et finalement, on se retrouve sur, je ne dirais pas une page blanche, parce que l'architecture des maisons est toujours la même, mais voilà, c'était un nouvel épisode de la vie dans le quartier. On pense aujourd'hui plus prévention que protection. C'est la question de l'organisation sur le moyen et long terme. On l'a dit, donc on va aller petit à petit chiffrer, préciser exactement tous les dégâts, mais en même temps, il convient d'organiser comment les collectivités vont être partenaires de cette reconstruction. Toute la difficulté dans ce type de situation, c'est de gérer effectivement cette temporalité différente, anticiper les temps longs qui vont être celui qu'on évoquait, l'identification puis la reconstruction, et en même temps des temps courts, voire très courts, de l'urgence immédiate, de la mise en sécurité. À travers cet événement-là, on voit où est-ce que l'activité humaine a engendré des facteurs aggravants, à la fois du risque mais aussi de l'exposition au risque, et comment on peut, en se projetant dans le futur, atténuer ces facteurs aggravants plutôt qu'au contraire les multiplier. Un pont chez nous a été détruit par exemple parce que des troncs étaient charriés par ces eaux en crue. Donc aujourd'hui, la leçon que nous en tirons, c'est que quand nous construisons une passerelle ou un pont dans le sanctuaire de Lourdes, nous devons pouvoir l'élever en cas de difficulté et de crue. Et nous retenons la leçon qu'il nous faut nous protéger de l'eau quand c'est possible, mais de la boue surtout. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place des dispositifs de bâtards d'eau qui sont à mettre au moment où nous savons que l'alerte est en cours. On a créé une ceinture en fait de l'hôtel. Devant les portes, on ne peut pas mettre de mur. Donc on a installé en prévention des systèmes de fixation de bâtards d'eau. Et nous avons dans notre garage, en dessous, un chariot par porte, il y a 9 portes. Donc ce qui fait que quand tout est fermé, on a une ceinture qui protège complètement l'hôtel à 2,50 m. On a intégré le risque, absolument. Absolument. Alors en termes de sécurité, ce qu'on a fait en plus, c'est qu'on a fléché en plus par rapport à ce qu'il y avait au départ. On a fait un éclairage vraiment autonome pour assurer l'éclairage public du terrain de camping et l'éclairage du bureau d'accueil pour pouvoir justement gérer éventuellement une autre évacuation. Tous les chemins ont été revêtus à l'enrobé
et on a un système de circulation sans aucune voie sans issue. Un risque, c'est un aléa, donc une crue, fois un enjeu. Si on veut vraiment être sûr de ne plus prendre de risques, on peut faire une multiplication par 0, c'est-à-dire déplacer l'enjeu. C'est-à-dire tenir compte des enseignements de la crue, pouvoir à un moment donné déterminer les zones au sein desquelles il ne sera plus possible soit de les exploiter, je pense notamment aux exploitations agricoles, mais également au camping ou à des habitations. C'est un moment où il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie. Parfois, les personnes comprennent que ces décisions doivent être prises. Malheureusement, parfois, on est obligé de prendre des mesures plus coercitives. Ça peut aller jusqu'à l'expropriation de certains biens. Mais une fois de plus, je le redis, c'est pour éviter plus tard des drames. Mais nous, on a perdu 10 emplacements pour justement mettre en place ces protections, ces enrochements bétonnés, pour protéger le camping et puis surtout toutes les habitations aussi en aval et du camping aussi. Honnêtement, la partie perdue, pour nous, c'était pas le plus important. Enfin, ce qui était le plus important pour nous, c'était surtout de pouvoir réouvrir. On ne peut pas chenaliser un gave, c'est sûr. Mais quand vous avez la traversée de Soulom et de Pierrefitte, où vous avez d'un côté un village construit, de l'autre des usines avec des activités économiques, on n'a pas d'autre choix que de le chenaliser. Donc il faut chercher des solutions en dessous, en amont ou en aval. Et c'est là qu'il faut être vigilant sur l'occupation de l'espace sur ces territoires-là. La plupart des zones qui ont été impactées, c'est que le torrent était trop contraint. Sur toutes les zones où on a pu recréer un espace de mobilité, on a élargi le lit des rivières. Ça a un intérêt du point de vue de la gestion du risque, mais ça va avoir un intérêt du point de vue des milieux aquatiques, parce que ça peut faire des zones riches. Ça peut faire aussi, avoir aussi un intérêt par rapport à leurs ressources. On est face à un milieu qui fonctionne d'une certaine manière. Et selon l'approche que l'on a, si c'est une approche milieu, une approche risque, une approche ressources, ou une approche aménagement du territoire, quel regard ça nous amène à avoir et du coup, qu'est-ce qu'on priorise? La gestion du gave était morcelée puisque plusieurs personnes avaient des compétences différentes sur le gave de Pau, ce qui ne garantit pas quand même une gestion et un entretien tout à fait adéquats. Pour ce qui nous concerne, on a au moins réussi ce pari d'avoir une gouvernance unique à l'échelle du bassin versant du gave de Pau. La bonne échelle, c'est toujours l'unité dans laquelle fonctionne le cours d'eau, et cette unité-là, c'est le bassin versant ou le sous-bassin versant. Ce qui va se passer à Barèges ou qui ne va pas se passer à Barèges, comme l'expansion des crues par exemple, aura forcément un impact sur ce qui va se passer à Luce. Il y a bien cette interdépendance amont-aval, et dans d'autres cas de figure aval-amont, d'où l'intérêt d'aller vers une gestion intégrée à l'échelle d'un bassin versant et d'avoir une gouvernance adaptée à cette échelle-là. Et l'importance d'avoir une gouvernance unique de Gavarnie jusqu'à Saint-Pé, c'est un syndicat d'élus de tout le territoire qui gère cette rivière d'un bout à l'autre, c'est de s'organiser, d'avoir des gens compétents pour s'en occuper et d'avoir les financements aussi collectivement. Ce sont des nouveaux outils de gouvernance modernes et qui permettent en fait de se fédérer et de pouvoir mener au sein d'une seule structure des travaux que chacun, sur son domaine communal, ne pourrait pas faire. Le cours d'eau, c'est un lien entre les territoires, entre les personnes. Et c'est le rôle en fait d'une démarche de type PAPI et d'un gestionnaire unique que de trouver ces solutions-là qui regardent les interdépendances et les relations entre le rural et l'urbain, le montagnard et le valléen, et l'amont et l'aval par exemple, pour arriver à une gestion qui soit acceptable et en même temps pragmatique. Malgré le traumatisme que ça a pu créer, on a réussi derrière à démontrer qu'on avait une force de résilience extraordinaire. Je crois que l'histoire a démontré qu'on était capable de rebondir. Ce qui a fait notre force, c'est vraiment un jeu collectif. Vraiment, l'ensemble des acteurs du territoire ont permis que cette crise soit la plus maîtrisée possible. Jamais je n'aurais imaginé, dans le réel, au niveau d'une telle catastrophe, que le fait
que tout le monde a sa place et une véritable place dans la chaîne de l'intervention était aussi importante. Mais ce que je sais, c'est que la prévention au jour le jour, la prévision et l'organisation du territoire peuvent nous permettre de vivre avec cette culture de l'inondation qui est la nôtre et où on sait que systématiquement, tous les 2, tous les 3, tous les 4, des fois tous les 10, mais c'est des choses qui arrivent. Et c'est le fait de l'avoir vécu avant, d'avoir pris la juste mesure de ce qui s'était passé qui nous a permis de nous sortir relativement facilement de cette crise et surtout d'anticiper par rapport à tout ce qui peut se produire. Merci de votre attention.